À 23h18, une alerte a fendu le silence. Un drone Helios 9 venait de verrouiller le convoi du président Kambara Nyoro sur une route poussiéreuse aux abords de Zoravia. 3 minutes plus tard, deux missiles Spectre A4 ont éventré l'itinéraire prévu, traçant dans l'asphalte la différence minuscule JUA, mot déplacement de routine, et l'assassinat d'un chef d'État africain. Pourquoi quelqu'un voudrait-il effacer Kambara Nyoro de cette manière clinique? Et qu'est-ce que cette frappe manquée révèle vraiment sur la peur qu'inspire désormais son pays aux anciennes puissances? Cette nuit-là, l'explosion a surtout pulvérisé l'illusion d'un ordre encore sous contrôle. Ce récit ne cherche pas à glorifier un homme, mais à comprendre pourquoi la tentative d'élimination de Kambara Nyoro a ouvert une brèche stratégique dans tout le système de sécurité régional. Pour le public qui suit l'affaire, l'enjeu principal est simple: comprendre comment un État africain fictif, Zoravia, a pu déjouer en quelques minutes une opération conçue pour être indétectable. Les premières données fuitées suggèrent qu'un protocole de surveillance récemment modernisé a permis d'anticiper la trajectoire du drone Helios 9, révélant non seulement une attaque planifiée, mais également d'une faille dans les dispositifs que la coalition Helios prétendait inviolables. Et si ce détail technique n'était qu'un prélude à un bouleversement plus large? Plus les rapports émergent, plus la question devient pressante. Si un convoi présidentiel peut être ciblé avec une telle précision, alors quelle est la véritable stabilité des nations qui reposent encore sur des partenariats sécuritaires asymétriques? Ce qui semblait un incident isolé commence à ressembler à un point de bascule, un moment capable de redéfinir alliances, dépendances et marge de manœuvre. Le premier élément surprenant, révélé dès l'aube par un rapport interne, fut la trajectoire exacte du drone Helios 9. Selon les données radar de Zoravia, l'appareil avait modifié son altitude 3 fois au cours des 12 dernières minutes, comme s'il s'ajustait en permanence pour conserver le convoi présidentiel dans son viseur. Le second élément, encore plus troublant, concernait les micro-corrections enregistrées sur la zone d'impact. 7 variations de trajectoire ont été détectées, un indice technique qui n'apparaît que lorsqu'un missile suit une cible en mouvement et jamais lorsqu'il vise un point fixe. Ces deux révélations, assemblées, suffisaient à transformer un simple incident aérien en opération ciblée d'une précision méthodique. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à la situation de Zoravia durant les 6 mois précédents, période marquée par une recomposition silencieuse du paysage sécuritaire régional. Après plusieurs incursions de groupes armés près de ses frontières, le gouvernement Nyoro avait investi dans un réseau de radars Sino-ZV, un système de détection réputé trop sophistiqué pour les États africains selon la coalition Helios. Pourtant, ces capteurs ont permis de cartographier les survols non autorisés, révélant un schéma inquiétant. Les drones appartenant à des acteurs extérieurs évoluaient régulièrement dans des zones stratégiques sans coordination officielle. La tension monta d'un cran lorsqu'un centre logistique de Zoravia fut survolé pendant 23 minutes par un appareil non identifié, seulement 2 semaines avant l'attaque contre le convoi présidentiel. Les analystes militaires, d'abord prudents, commencèrent à soupçonner une campagne de reconnaissance plus large, destinée à tester les défenses avariennes. Lorsque l'attaque échouée eut lieu, toutes les pièces éparses s'alignèrent soudain. Il ne s'agissait plus de vols isolés, mais d'un protocole soigneusement préparé, répété, calibré. Dans les couloirs du ministère de la Défense, une question discrète mais insistante circulait alors entre techniciens et stratèges. Si Zoravia n'avait pas modernisé son infrastructure numérique, combien de temps lui aurait-il fallu pour comprendre que la menace rôdait déjà au-dessus de ses routes? Pour saisir l'ampleur de ce qui s'est joué cette nuit-là, il faut suivre deux personnages
dont les décisions ont façonné le cours des événements. Le premier, le colonel Amari Lenson, dirigeait le centre de surveillance aérienne de Zoravia. Lorsque les signaux anormaux sont apparus sur les écrans, c'est lui qui a déclenché la procédure déviation immédiate, un protocole encore en phase d'expérimentation. La plupart des analystes estimaient que ce dispositif était trop sensible, trop prompt à générer de fausses alertes. Pourtant, cette fois, la lecture d'Amari fut limpide. L'Hélios 9 ne patrouillait pas, il chassait. Le second personnage, la capitaine Sila Dembara, coordonnait la sécurité rapprochée du président Kambara Nyoro. C'est elle qui, en recevant l'instruction d'Amari, a dû faire un choix brutal. Maintenir l'itinéraire pour éviter de traverser un terrain instable ou bifurquer vers une zone moins sécurisée mais imprévisible pour un drone hostile. Sa décision, prise en moins de 15 secondes, allait sauver la vie du chef d'État. Les premières heures suivant l'explosion révélèrent cependant un autre impact, moins visible mais tout aussi décisif. Au sein de l'armée, les jeunes officiers, longtemps sceptiques face aux investissements technologiques du gouvernement, comprirent soudain que ces dépenses n'étaient pas de simples effets d'annonce. Dans plusieurs brigades, on racontait déjà que Zoravia était entrée dans une nouvelle ère, celle où l'initiative n'était plus l'apanage des puissances extérieures, mais pouvait enfin émerger de ses propres infrastructures. L'activation du protocole de déviation marqua le point d'allumage. Dans le centre de commandement, les techniciens observaient l'Hélios 9 ralentir légèrement, comme si l'appareil tentait de recaler son angle de poursuite. Les données affluaient en rafale, témoignant d'une séquence anormale, perte de verrouillage momentané, tentative de réacquisition, correction brutale de trajectoire. La chaîne était claire. L'attaque venait d'entrer dans sa phase terminale. À 23h par 21, le convoi du président Kambara Nyoro quitta la route principale soulevant des nuages de poussière dans la zone rocheuse de Kantaras. La capitaine Sila Dembara ordonna de réduire la vitesse pour éviter un accident, tout en maintenant des manœuvres irrégulières destinées à perturber les algorithmes de suivi. Les véhicules cahotaient sur le terrain chaotique, les suspensions gémissaient et l'éclairage fut réduit au minimum. Chaque seconde gagnée augmentait les chances de brouiller la signature thermique du convoi. Toute la tension se concentra dans cet intervalle ténu entre visibilité et survie. À 23h25, deux missiles, Spectre A4, descendirent en spirale sur la route abandonnée. La première détonation ouvrit un cratère de 5 mètres de profondeur, projetant des blocs de bitume sur 50 mètres. La seconde frappe toucha un camion civil qui circulait trop près de la zone prévue pour le passage du convoi officiel. L'impact fut immédiat. Les éclats métalliques marquèrent la chaussée d'arcs brûlés. L'onde de choc se propagea jusqu'au flanc de la colline voisine, déclenchant une alerte sismique mineure. L'après-coup se répandit comme une traînée de poudre. Dans la capitale, les chaînes d'information interrompirent leur programme pour diffuser les premières images du site. Carcasses calcinées, gravier vitrifié, fumée épaisse montant dans colonnes instables. Plusieurs analystes indépendants notèrent la signature thermique très nette typique des spectres A4, un détail qui contredisait les communiqués prudents publiés par la coalition Hélios quelques heures plus tard. La dissonance entre les faits observés et les déclarations officielles attisa encore davantage les soupçons. Au sein du gouvernement, la cellule de crise fut convoquée dès minuit 40. Les généraux débattaient de la nature de la riposte, certains prônant la retenue stratégique, d'autres plaidant pour une exposition immédiate des données radars. Le président Nyoro, encore secoué par la violence de l'explosion, écoutait les échanges sans intervenir. Il savait que toute réaction précipitée serait interprétée comme un geste hostile. Mais il comprenait aussi que le silence ouvrirait la voie à une lecture biaisée des événements.
L'heure n'était plus à l'équilibre fragile. Elle annonçait un basculement profond. Dans les heures qui suivirent, Zoravia se retrouva face à un paradoxe brûlant. L'attaque avait échoué, mais le choc politique venait de commencer. Les messages cryptés provenant d'ambassades étrangères affluaient. Les marchés régionaux montraient des signes d'incertitude. Plusieurs partenaires de longue date exigeaient des explications rapides. Et dans l'armée, le récit héroïque de la déviation éclair gagnait en intensité, nourrissant le sentiment qu'une ligne invisible avait été franchie. Les premières analyses techniques furent consolidées dès l'aube dans un dossier de 28 pages, supervisé par le colonel Amari Lanson et 3 experts civils. À l'intérieur, un graphique montrait la variation d'altitude du drone Helios 9, 1000 mm en moyenne au-dessus du sol, avec une marge oscillatoire de seulement 30 mètres. Cette stabilité extrême démontrait un suivi optimisé, car une fluctuation aussi faible correspond à un verrouillage quasi permanent de la cible. Les ingénieurs conclurent que l'appareil avait opéré en mode de poursuite active. Leur certitude ne laissait guère de place à l'interprétation diplomatique. Un second élément chiffré apparut dans le rapport balistique. Les techniciens confirmèrent que le missile Spectre A4 ayant frappé la route principale avait parcouru exactement 4 km avant impact. Ce type de distance implique un guidage hybride combinant inertie initiale et correction terminale. L'équipe nota que les déviations finales correspondaient parfaitement à un objectif mobile, renforçant l'hypothèse d'une frappe intentionnelle. Une phrase rédigée en marge soulignait que seuls des capteurs de haute précision pouvaient maintenir un tel niveau d'ajustement. L'ensemble formait un faisceau d'indices pointant vers une programmation ciblée. Le dernier chiffre déterminant concernait la fenêtre de réaction accordée par les radars SINO-ZV, estimée à 4 minutes entre l'alerte et la zone de frappe. Cette durée, courte mais décisive, indiquait que la chaîne de décision interne avait fonctionné avec une rapidité remarquable. Les analystes rappelèrent que 4 minutes représentent souvent la frontière entre anticipation et catastrophe. Le protocole de déviation avait comblé cet intervalle critique. La précision temporelle de ces données donna un poids particulier à la version zavarienne des événements. Au-delà des chiffres bruts, les premières reconstitutions furent diffusées au sein de l'état-major. Un schéma en 3 couleurs illustrait la progression du drone, de l'entrée dans l'espace aérien jusqu'à la trajectoire finale. Les officiers observèrent que l'engin n'avait jamais adopté de comportement typique d'une patrouille de surveillance, comme les circuits elliptiques ou les phases stationnaires. L'Hélios 9 avançait avec une intention claire, décrivant une ligne presque droite vers la zone où le convoi aurait dû se trouver. La démonstration visuelle rendait l'opération impossible à minimiser. Les spécialistes en contre-mesures électroniques rédigèrent un autre volet de l'enquête. Leur analyse montrait que plusieurs tentatives de brouillage avaient été exécutées automatiquement par le système embarqué du drone. Ces tentatives échouèrent du fait de la densité électromagnétique du terrain renforcée par les installations avariennes récentes. Pour les ingénieurs, cette interaction technique prouvait que l'attaque avait été pensée pour contourner des défenses supposées faibles. Le comportement de l'appareil trahissait une connaissance poussée des capacités locales. Rien ne laissait croire à un incident involontaire. Un rapport complémentaire préparé par la brigade scientifique détaillait la dispersion des fragments métalliques récupérés sur place. 3 échantillons furent passés au spectromètre, révélant une composition identique à celle utilisée dans les lots militaires exportés il y a 3 ans vers un pays membre de la coalition Hélios. Bien que les analystes évitaient les conclusions hâtives, la concordance matérielle rendait les dénégations étrangères particulièrement fragiles.
L'aspect méthodique de l'ensemble soulignait la cohérence interne des preuves accumulées. Les conseillers du président Kambara Nyoro reçurent ces documents dans une salle sécurisée, où l'atmosphère oscillait entre prudence et indignation. Plusieurs responsables comprirent que la solidité de ces données allait bouleverser l'équilibre diplomatique. Chaque chiffre renforçait la même lecture. L'attaque représentait un acte volontaire, méthodique et techniquement élaboré. Deux lectures opposées émergèrent dans les heures suivant la diffusion du rapport technique. Certains diplomates étrangers, soutenus par quelques centres d'analyse indépendants, défendirent l'idée que l'attaque pouvait résulter d'un enchaînement d'erreurs techniques, un cumul de défaillances dans le système de guidage du drone Helios 9. Selon eux, la trajectoire rigide, les corrections de dernière seconde et même l'altitude stable pourraient s'expliquer par un bug logiciel ou une perturbation magnétique régionale. Ils insistaient sur le fait qu'aucune coalition sérieuse n'aurait intérêt à cibler un chef d'État de manière aussi risquée. Leurs arguments s'appuyaient sur la nécessité de ne pas tirer de conclusions hâtives. Un deuxième courant, représenté par plusieurs observateurs militaires africains, soutenait une thèse différente. À leurs yeux, l'accumulation de micro-corrections, la fenêtre de réaction de 4 minutes et la distance de 14,7 km parcourue par le missile n'avaient rien d'un comportement accidentel. Ces experts rappelaient que les spectres A4 n'activent leurs algorithmes adaptatifs qu'en présence d'une cible mobile clairement identifiée. Il faisait également remarquer que les tentatives de brouillage automatique provenaient du drone lui-même, signe d'une mission offensive et non d'un simple vol de surveillance. La cohérence interne des données excluait, selon eux, toute hypothèse d'erreur involontaire. Le président Kambara Nyoro reçut ces analyses contradictoires avec une prudence méthodique. Il demanda à ses conseillers de comparer les schémas de vol habituels des drones Helios 9 opérant dans la région avec les trajectoires enregistrées lors de l'attaque. Le résultat fut sans ambiguïté. Jamais un appareil n'avait montré un alignement aussi précis sur un convoi identifié. Le rapport confirma que l'Hélios 9 avait modifié sa position 3 fois pour rester à portée, comportement incompatible avec une simple patrouille aléatoire. Devant ces éléments, la thèse de l'erreur technique se fissura. Voici ce que les données brutes mettaient en lumière. L'opération relevait d'une intention guidée, non d'un accident d'algorithmique. Tout bascule ici. Dans la matinée suivant la confrontation d'analyse, Amari Lenson convoqua une réunion restreinte pour présenter un détail que personne n'avait encore remarqué. Au moment précis où le convoi de Kambara Nyoro quitta la route principale, l'Helios 9 effectua une micro-manœuvre latérale de 2,4 degrés, un ajustement quasi imperceptible mais parfaitement aligné avec le chemin alternatif emprunté par les véhicules. Cette synchronicité soulevait une implication vertigineuse. L'appareil ne suivait pas seulement la trajectoire précédente, il anticipait la déviation. Les ingénieurs du centre balistique examinèrent cette anomalie avec une attention glaciale. Selon eux, seule une intelligence embarquée dotée d'un module prédictif ou d'un soutien extérieur en temps réel pouvait produire une adaptation aussi rapide. Les systèmes classiques auraient perdu la cible en moins de 30 secondes. Ici, le drone semblait s'être recalé, comme s'il connaissait déjà les options de repli du convoi. À mesure que ces données circulaient entre les unités de renseignement, une théorie prit forme. L'opérateur derrière l'Hélios 9 disposait d'une cartographie détaillée des protocoles d'urgence zavariens. Cette hypothèse fit frémir tout l'état-major, car elle signifiait qu'une brèche interne, technique ou humaine, avait précédé l'attaque. Les premières répercussions se manifestèrent dans la sphère nationale. Dans les heures suivant l'attaque, les habitants de Zoravia affluèrent vers les places publiques
pour demander des explications, mais aussi pour exprimer une solidarité inattendue envers le président Kambara Nyoro. De nombreux citoyens virent dans sa survie un signal de résilience institutionnelle et non un simple coup de chance. Les médias locaux relayèrent des témoignages décrivant un mélange de colère, de fierté et d'incrédulité devant la précision de la frappe manquée. Cette mobilisation populaire renforça le poids politique du gouvernement au moment même où l'incertitude diplomatique grandissait. Les Doenchniep-Zavariennes furent touchés par un tout autre type de secousse. Les marchés régionaux commencèrent à intégrer le risque d'instabilité, provoquant une baisse temporaire de 8% des valeurs liées au transport et à la logistique. Plusieurs directeurs d'usines signalèrent des retards d'approvisionnement, conséquence du resserrement des contrôles sur les routes stratégiques. Les compagnies d'assurance relevèrent leurs primes en prévision d'un climat plus tendu. Malgré ces tensions, certaines entreprises technologiques virent dans l'incident une justification pour accélérer les projets de cybersécurité et de défense numérique. Les Enyadotu internationaux adoptèrent une posture ambivalente. Une partie d'entre eux redoutait un effet domino, craignant que l'attaque ne marque le début d'une campagne plus large visant les nations émergentes collaborant avec des partenaires non traditionnels. D'autres, toutefois, observaient que la réaction méthodique du gouvernement indiquait un niveau de préparation rarement présent dans les États, de taille comparable. La gestion rapide des preuves, la communication structurée et la consolidation technique renforcèrent une perception de compétence stratégique. Ce contraste produisit un curieux paradoxe. L'incertitude augmentait, mais la crédibilité institutionnelle se consolidait. Le Kuvuk entier ressentit l'onde de choc, bien au-delà des frontières de Zoravia. Plusieurs pays voisins exigèrent des explications officielles auprès de la coalition Helios, inquiets de découvrir qu'un drone long rayon d'action avait pénétré l'espace aérien d'un État africain sans autorisation. Les forces armées de 3 nations limitrophes renforcèrent leur système de détection, introduisant des protocoles d'urgence inspirés du modèle zavarien. Des analystes de défense régionaux publièrent dans Nathan des notes alertant que si un drone capable d'exécuter une frappe aussi précise avait pu agir librement. Alors, la stabilité de toute la zone dépendait désormais de la transparence technologique. Cette prise de conscience soudainement collective modifia les équilibres diplomatiques. Le Conseil stratégique de Zoravia établit 3 trajectoires possibles pour les mois à venir, chacune fondée sur l'évolution des preuves accumulées et des réactions régionales. Les analystes savaient que l'onde provoquée par la tentative d'assassinat contre Kambara Nyoro ne pouvait s'éteindre rapidement. L'incertitude résidait dans la manière dont les acteurs extérieurs allaient répondre à un incident devenu impossible à minimiser. Voici ce que l'on pourrait appeler le scénario de base: stabilisation sous tension. Dans cette projection, la coalition Helios maintient une posture ambiguë, ni reconnaissant ni niant totalement la responsabilité de l'Hélios 9. Les pays voisins renforcent leur coopération sécuritaire, mais évitent une rupture frontale avec les puissances extérieures pour préserver leurs partenariats économiques. Le gouvernement zavarien publie progressivement des extraits non sensibles de ces données techniques, consolidant sa position tout en évitant une escalade directe. Cette voie conduirait à une normalisation relative mais sur un fond de méfiance durable. Voici une version optimiste: rééquilibrage régional. Les analystes imaginent ici une évolution où plusieurs États africains adoptent le modèle de détection de Zoravia, créant un réseau interconnecté inspiré par les performances des radars SINOS-EV. Cette coordination réduit les incursions aériennes non autorisées et force les acteurs extérieurs à revoir leurs méthodes d'intervention. L'incident devient alors un catalyseur de souveraineté technologique entraînant la naissance de partenariats plus équilibrés.
Dans cette hypothèse, la survie de Kambara Nyoro se transforme en levier diplomatique permettant de redessiner les rapports de force sans confrontation directe. Voici une hypothèse plus sombre, escalade indirecte. Dans cette configuration sombre, la coalition Helios réagit en multipliant les opérations sous couvert humanitaire ou sécuritaire. Les vols non déclarés augmentent et Zoravia doit étendre ses capacités de défense au-delà de ses moyens financiers habituels. La pression économique s'intensifie, certaines routes commerciales se ferment et les investissements étrangers se contractent. Une série d'incidents mineurs pourrait alors s'accumuler, créant un climat propice aux erreurs de calcul qui transformeraient la région en zone de compétition ouverte. Pour de nombreux citoyens ordinaires, le récit de l'attaque contre Kambara Nyoro résonnait comme un rappel brutal de la fragilité de leur quotidien. Les conversations dans les cafés, les files d'attente ou les transports révélaient un même sentiment. Si un chef d'État protégé par des dispositifs avancés pouvait être ciblé avec une telle précision, alors qu'en était-il des infrastructures civiles? Cette inquiétude, diffuse mais réelle, rendait la question de la sécurité technologique soudain personnelle. Plusieurs habitants commencèrent à s'informer sur les nouvelles défenses aériennes, cherchant à comprendre comment leur pays comptait éviter qu'un tel épisode ne se reproduise. Les cadres du secteur privé, eux, observaient l'affaire sous un autre angle. Pour cette catégorie B, la tentative d'assassinat mettait en lumière les limites des partenariats asymétriques et la nécessité d'investir dans des systèmes autonomes. Ils interprétaient la réactivité de Zoravia comme un signal encourageant, révélant une capacité d'adaptation utile pour les chaînes d'approvisionnement. Certains dirigeants voyaient même dans l'incident une opportunité d'accélérer les collaborations régionales en matière de cybersécurité. Leur regard se déplaçait progressivement de la menace vers la transformation. Au niveau régional, les analystes politiques représentaient la catégorie C, attentive aux symboles plus qu'aux aspects techniques. Pour eux, la survie de Kambara Nyoro reflétait une transition plus large, une prise de conscience que les États ne pouvaient plus dépendre exclusivement d'architectures sécuritaires héritées. Ils voyaient dans l'incident un moment fondateur où la souveraineté cessait d'être un concept théorique pour devenir une exigence opérationnelle. Leur inquiétude portait moins sur la frappe elle-même que sur ce qu'elle révélait du futur de la région. Pour éviter que l'incident visant Kambara Nyoro ne devienne le prélude à une série d'attaques similaires, Zoravia élabora une feuille de route précise en 5 volets. Le premier consistait à renforcer l'infrastructure de détection en élargissant le réseau SINOZV à l'ensemble du territoire d'ici 6 mois. Ce déploiement serait supervisé par le colonel Amari Lenson avec un indicateur clair: réduire de 40% les zones d'ombre aériennes identifiées dans l'audit précédent. La priorité était d'empêcher toute incursion non déclarée, même brève. Le deuxième axe visait à moderniser la chaîne décisionnelle, en raccourcissant le délai entre alerte et réaction opérationnelle. Une nouvelle unité d'intervention rapide devait être formée avant la fin du trimestre, dirigée par la capitaine Sila Dembara. La réussite serait mesurée par la capacité de l'équipe à exécuter une déviation sécurisée en moins de 3 minutes lors des simulations. Ce volet traduisait le principe que la rapidité reste la première barrière contre les frappes ciblées. Un troisième pilier portait sur la sécurisation interne, afin d'éviter les fuites techniques qui avaient possiblement permis au drone Helios 9 d'anticiper la déviation du convoi. Le ministère de la Défense prévoyait des audits croisés trimestriels, incluant cryptage renforcé et traçabilité complète des accès. Le succès dépendrait de la réduction des anomalies détectées à chaque cycle. Le quatrième pilier consistait à élargir la coopération régionale en partageant, sous format protégé,
les données non sensibles avec 3 pays frontaliers. L'objectif était de créer un corridor d'alerte commun capable de signaler tout vol suspect à plus de 150 km. La métrique retenue reposait sur le nombre d'incidents détectés conjointement. Enfin, le cinquième volet prévoyait un programme de résilience civile destiné à informer la population sans provoquer de panique. Des exercices limités seraient organisés dans 5 grandes villes, évalués selon la participation publique et la fluidité des communications locales. Lorsque la poussière retomba sur les semaines suivant l'attaque, Zoravia se retrouva habité par un souvenir étrange, un mélange de frayeur et de lucidité nouvelle. Dans les récits qui circulaient encore au marché de Cantaras, on évoquait souvent le moment où Amari Lenson, penché sur ses écrans, comprit que l'Hélios 9 ne cherchait pas une simple route mais bien un homme. Ce geste silencieux, presque imperceptible, devint un symbole rappelé dans chaque briefing. C'est parfois une intuition disciplinée qui change le destin d'un pays. On parlait aussi de la décision foudroyante de la capitaine Scylla Dembara, ce quart de minute où elle avait dû choisir entre un itinéraire sûr et un chemin imprévisible. Sa voix ferme dans l'intercom, son refus de céder à la panique, son ordre clair, autant de fragments désormais gravés dans la mémoire collective. Le pays comprit que la survie de Kambara Nyoro n'avait rien d'un miracle. Elle résultait d'une chaîne humaine, consciente, imparfaite, mais résolue. Dans les écoles militaires, on enseignait déjà cette nuit comme une parabole moderne. L'adversaire peut disposer de la technologie la plus avancée, mais il ne saura jamais prévoir totalement la décision d'un esprit lucide. À mesure que Zoravia avançait dans sa reconstruction stratégique, une idée discrète mais persistante s'enracinait dans la société. La sécurité n'était plus seulement l'affaire des institutions, mais un bien collectif que chacun contribuait à préserver. Les communautés locales, autrefois éloignées des questions technologiques, se mirent à discuter des radars, des protocoles et de la souveraineté numérique comme de sujets ordinaires. Cette appropriation sociale donnait un sens nouveau aux décisions prises après l'attaque contre Kambara Nyoro, transformant un traumatisme en énergie civique. Les artistes commencèrent même à créer des œuvres inspirées de cette nuit, mêlant lumière, bruit et silence pour raconter la fragilité et la force d'un pays qui avait refusé de disparaître dans l'ombre. Les écoles organisèrent des ateliers sur la vigilance et l'autonomie, rappelant que la résilience ne se construit pas seulement avec des machines, mais aussi avec des consciences éveillées.